بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Nous continuons cette série de conférences d'une demi-heure entamée il y a de cela quelques semaines. Une série de conférences qui porte sur un thème d'une importance majeure, à savoir la famille, les enfants, l'équilibre familial en quelque sorte. L'éducation des enfants étant au cœur de notre préoccupation, l'éducation qui apparaît comme étant une science. La connaissance des enfants étant primordiale pour pouvoir leur apporter les outils nécessaires pour une existence paisible. Des outils qui nous permettent, en tant que parents, futurs parents, d'acheminer comme il se doit les valeurs, les principes qu'on va inculquer à nos enfants. En réalité, ce thème doit interpeller chaque parent qui a le moindre souci de voir sa progéniture évoluer, grandir avec une stabilité émotionnelle, une stabilité de cœur et d'esprit qui est nécessaire à leur épanouissement, qui est nécessaire à leur réussite. On ne parle pas ici seulement de réussite matérielle. Réussir dans la vie est différent de gagner sa vie. Réussir, c'est pouvoir justement développer une certaine singularité, assumer son unicité, assumer des valeurs et des principes et vivre en harmonie avec les autres, mais en étant fier de ce qu'on est. Il se trouve que réussir l'éducation d'un enfant dans un monde de plus en plus complexe ne se décrète pas. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se construit jour après jour avec des parents qui ont la volonté de donner le meilleur à leur progéniture. Vouloir donner le meilleur est une chose et pouvoir donner le meilleur en est une autre. Il y en a qui veulent donner le meilleur mais n'ont pas les moyens. Les moyens, je ne parle pas au sens matériel du terme, au sens financier du terme. Les moyens au sens, j'allais dire, outils, approche, attitude. On peut vouloir transmettre quelque chose de merveilleux à notre enfant, en termes de valeurs, en termes de conviction, en termes de croyance, peu importe. Mais quel que soit le trésor qu'on veut transmettre, si on n'a pas la manière, l'attitude pour acheminer ça, ça risque de ne jamais être transmis. C'est pourquoi j'ai eu à transmettre, à rencontrer dans cette carrière justement des parents qui étaient animés d'une volonté extraordinaire. La volonté d'offrir le meilleur à leur enfant, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Parce que chaque être humain, à plus forte raison, les enfants ont un mode d'emploi. Comment je vais y aller? Comment je vais l'approcher? Par quelle astuce? Etc., etc. Et dans ces conférences, mon objectif premier, c'est de partager justement une approche qui a un volet théorique, mais dont la visée est pratique. Autrement dit, je vais apporter un certain nombre d'éclairages sur des thèmes de façon générale, mais l'objectif ultime, Inch'Allah, c'est de s'acheminer petit à petit vers des rencontres pratico-pratiques, sous forme d'ateliers. Des rencontres qui nous permettent, en tant que parents ou futurs parents, de mettre en pratique un certain nombre de choses pour pouvoir justement voir les résultats, se produire dans la vie de l'enfant. Parce qu'il y a une différence entre dire les choses et vivre les choses. Si on apprend le code de la route de façon théorique sans jamais apprendre à conduire, forcément on va passer à côté d'un certain nombre de choses, y compris le fait de se mettre face à la réalité et de la vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, la dernière fois, j'avais commencé
par introduire les conférences, ce qui nous attend comme cheminement, comme thème. Ensuite, la semaine dernière, j'avais parlé de la nécessité d'avoir une relation significative avec son enfant, une relation qui nous permet de toute façon, j'allais dire, d'occuper la meilleure place chez l'enfant pour pouvoir l'amener là où on veut, pour pouvoir transmettre les valeurs qu'on veut, pour pouvoir transmettre les principes qu'on veut. Cette relation, elle est incontournable. Et aujourd'hui, justement, on va avancer, mais en commençant par le commencement, nous allons parler maintenant de cet élément destructeur lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès de notre enfant, lorsqu'il s'agit de s'adresser à lui, lorsqu'il s'agit de vivre avec lui tous les jours. Aujourd'hui, je vais parler de l'effet destructeur de la colère dans nos interventions vis-à-vis des enfants. Chaque être humain est soumis, j'allais dire, au fait d'être un jour en colère. Et lorsque nous nous arrêtons au niveau spirituel, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que l'homme fort, ce n'est pas celui qui explose sous le coup de la colère, mais c'est celui qui, durant sa colère, sait la maîtriser, sait se contenir, justement. Nous allons voir que c'est un défi au quotidien, c'est un défi de tous les jours. Oui, une chose est de le dire et une autre chose est de le pratiquer. Mais ce soir, Inch'Allah, je propose de partager avec vous de bonnes raisons d'éviter de se mettre en colère, surtout s'il s'agit d'intervenir auprès de notre enfant. De bonnes raisons qui vont faire qu'on va y réfléchir à deux fois et qu'on va y aller véritablement avec une retenue, j'allais dire exemplaire, avec une maîtrise de soi pour ne pas tomber dans cette colère qui, à la place de construire, va tout simplement détruire. Pour commencer avec cette note spirituelle, justement, je pense que lorsque il est venu, cet homme en question, demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 3 reprises, il lui a dit, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Oui, je vais vous parler de choses éducatives, mais c'est important de l'aborder également sous l'angle de la spiritualité. C'est important de voir à quel point les recommandations ont toujours été là, pour une raison bien précise. La colère, lorsqu'on regarde les livres qui traitent de la colère, il y a une définition qui est avancée. La définition, c'est que la colère est un sentiment émotionnel passager, mais qui a une réaction ou des manifestations brutales. Un état émotionnel passager, on n'a pas dit un état émotionnel permanent, c'est passager, mais dont les conséquences peuvent être sur le long terme. Combien de personnes tombent dans le regret après avoir fait ou dit telle ou telle chose? Combien de personnes se retrouvent à se dire pourquoi j'ai agi de la sorte? Comment j'ai pu faire ça? Parce que ce sentiment émotionnel a été plus fort. Donc, éduquer des enfants, en tant que parent, en tant qu'éducateur, peu importe, c'est être tout le temps confronté à un premier défi, celui de la maîtrise de soi, celui du contrôle de soi. Si on se laisse emporter par la colère, on ne peut plus espérer transmettre un message éducatif. C'est comme vouloir corriger une erreur, mais par une erreur. L'enfant, effectivement, le jeune va faire des erreurs. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Celui qui n'est jamais tombé n'apprendra jamais à se relever. Mais on s'emporte. On s'emporte en tant qu'adulte. On s'emporte des fois en tant que parent parce que justement, on n'a pas pris conscience du fait que dès lors qu'on n'est pas d'accord avec tel ou tel comportement de l'enfant, il y a un défi. C'est comment me contenir pour transmettre le bon message. Comment avoir la bonne attitude pour transmettre le bon message. Donc la colère, ce sentiment passager qui peut se manifester sous forme brutale et qui justement fait qu'on quitte le terrain de l'éducation
vers un terrain des règlements de compte. Éduquer, encore une fois, c'est aimer. Mais lorsque on a une manifestation brutale face à un comportement qui n'est pas acceptable d'un enfant, à la place de rester dans un terrain qui nous permet de transmettre quelque chose de positif, d'expliquer le pourquoi il ne faut pas faire telle ou telle chose, le pourquoi il ne faut pas dire telle ou telle chose, lorsqu'on s'emporte, on envoie un autre message à l'enfant. On brouille le message qu'on envoie. À la place de se dire « je ne devais pas faire telle chose parce que ça ne se fait pas, parce que telle chose », il se dit ou elle se dit « pourquoi papa ou maman a eu telle réaction ?» Je ne comprends pas. Le fait de plonger l'enfant dans l'incompréhension lui enlève quoi? Toute capacité à apprendre quelque chose. On ne peut pas apprendre dans un contexte hostile. On ne peut pas apprendre dans un contexte conflictuel. Un apprentissage demande un milieu prosocial, un milieu favorable. Est-ce que l'environnement est propice à l'apprentissage? Il vient justement de pousser son frère. Il vient de faire quelque chose à quelqu'un d'autre, peu importe. Il vient de renverser, il vient de parler mal. Dès lors qu'on a une réaction brutale, on quitte le terrain de l'apprentissage. Donc c'est vraiment important. La première raison justement qui nous pousse ou qui doit pousser chaque parent à éviter au maximum de façon pratico-pratique de ne pas se mettre en colère face à un comportement inacceptable de son jeune, c'est que lorsqu'il est en colère, il déplace le problème. Le problème n'est plus ce qu'il ou elle a fait, le problème devient notre réaction parentale qui est excessive sous le coup de la colère. Donc on déplace le problème. Et si on déplace le problème, c'est impossible d'envoyer un message constructif. Parce que l'enfant, à la place d'être concentré sur le message éducatif qu'on doit envoyer, il se concentre sur notre réaction. Et sous le coup de la colère, il ne peut pas y avoir de réaction ajustée, de réaction adaptée. Toutes les personnes, dans n'importe quelle situation, qui ont agi sous le coup de la colère, ont eu des réactions démesurées. Des réactions qui, justement, à la place de régler un problème, rajoutent un problème au problème. Donc, on risque de déplacer le problème. Deuxièmement, deuxième bonne raison pour ne pas se mettre en colère, et c'est un défi qui s'impose à nous tous, justement, c'est important, on brouille le message qui est envoyé à l'enfant. Pourquoi papa ou maman est comme ça? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'elle m'aime encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça vaut la peine d'être comme ça? Pourquoi il est hors de lui? Etc., etc. Parce que la colère est amplifiée, la réaction relevant de la colère est amplifiée dans les yeux de l'enfant. C'est amplifié. On lui offre un spectacle qu'il n'a pas demandé à voir. On lui offre un spectacle qui le fait réfléchir et le déplace vers un autre monde, celui du questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et plus l'enfant va se poser la question à savoir est-ce que papa ou maman a la bonne réaction par rapport à ce que je fais, mais plus il va contourner et il va louper le message qui est envoyé. Troisième raison, et pas des moindres. Rien que cette troisième raison que je vais évoquer, ça doit nous faire réfléchir. Je dis nous parce que je m'inclus là-dedans, en tant que parent. C'est important de garder à l'esprit le fait que le fait de se mettre en colère, on joue avec une chose qui est capitale. J'en ai parlé la dernière fois, la relation qu'on a avec l'enfant. À chaque fois que face à un comportement de sa part qui n'est pas acceptable, qui n'est pas recevable, encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut être ouvert à tout, loin de là. Au contraire, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être accompagnés par des adultes clairvoyants, par des adultes lucides, qui ont la tête sur les épaules, qui y vont de la bonne façon. Mais, encore une fois, lorsqu'on est en colère et qu'on a une réaction brutale, on joue avec la relation significative. L'enfant
il n'interprète que ce qu'il voit. Il n'interprète pas ce qu'il ne voit pas. Donc, l'adulte en question, le parent en question, a une telle réaction brutale, l'enfant devient distant, d'une façon ou d'une autre. Et si par malchance pour ce parent, l'enfant sort à l'extérieur et rencontre une personne bienveillante, je vais vous raconter une histoire, justement, qu'un étudiant m'avait raconté et qui fait partie des nombreuses histoires que j'ai eu à rencontrer dans cette carrière-là. L'enfant a un problème de concentration. Elle travaille avec l'enfant. Mais les parents de l'enfant ne font aucun effort dans la compréhension de la particularité de leur enfant. Parce que chaque enfant a ce qu'on appelle des besoins particuliers. D'ailleurs, dans le nouveau programme du ministère, il y a un cours qui s'appelle les besoins particuliers de l'enfant. Ce jour-là, l'enfant, la maman avait l'habitude d'être brutale avec lui. Dès qu'il a un problème, dès qu'il fait quelque chose qui n'est... La maman avait l'habitude d'être brutale. Et ce jour-là, elle est venue surveiller justement l'enfant chez lui, dans le cadre de son travail. Et ce jour-là, l'enfant a fait une erreur, une bêtise, une faute. Et l'enfant, automatiquement, s'attendait à la même réaction que la mère. Parce que l'enfant se dit, waouh, d'habitude, ma mère est brutale quand je fais telle ou telle erreur. Donc, elle aussi, ça y est, ça va. Et lorsque l'enfant a commis l'erreur, la bêtise, automatiquement, a commencé à regarder avec un air angoissé, stressé. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et rien que le fait de dire à l'enfant, oui, j'ai vu ce que tu as fait. Ça ne se fait pas, mais assis-toi, je vais t'expliquer. Rien que l'attitude qui n'est pas tombée dans l'escalade, dans ce qu'on appelle l'intensité de la réaction. Juste le fait d'apaiser avec des mots. L'enfant, ce jour-là, non seulement on voyait à quel point il était attaché de façon sécurisante, mais à quel point il voulait tout le temps se confier à elle. Et on verra que lorsqu'on joue avec la relation, l'enfant qui devient distant de son parent, l'enfant qui s'enferme, qui ne partage plus ses soucis. Parce qu'il y a des parents, quand on leur explique, il y en a qui explosent. Oui, aujourd'hui, à l'école ou dans la rue, il y a un ami qui m'a poussé, etc. Et alors, toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu acceptes? Non, il vient de se confier, ou il vient de se confier. Elle a besoin, au contraire, d'être assurée. Elle a besoin, au contraire, qu'on lui apporte la solution, pas un autre problème. Et donc, en tant que parent, à la place d'exploser, oui, il peut y avoir des choses qui viennent nous chercher, mais la capacité de se maîtriser face à n'importe quelle situation, c'est ça qui nous met dans un état d'éducateur. C'est ça qui nous met dans un état d'enseignant. Et on a besoin d'être dans cet état pour transmettre le bon message au bon moment. Donc, on joue avec la relation lorsqu'on explose sous le coup de la colère. Quatrièmement, on passe un message qui est négatif. Lorsqu'un enfant commet un acte qui n'est pas acceptable, une erreur, et qu'on a une réaction sous le coup de la colère, à la place de passer un message constructif, on passe un message négatif. On est en train de lui dire que lorsque quelqu'un fait une erreur, lorsque quelqu'un fait telle chose, voilà la réaction à avoir. Parce que rappelons-nous d'une chose, lorsqu'on est en présence d'un enfant, nos mots constituent un message, mais notre attitude est un message. Et lorsqu'on fait l'équilibre des deux, souvent c'est l'attitude qui prime même sur les mots. Le fait d'avoir une réaction explosive face à un comportement qui n'est pas acceptable, on est en train d'envoyer un message comportemental. On est en train d'envoyer un message au niveau de quoi? De ses habiletés sociales. Lorsqu'on emploie un mot qui n'est pas le bon, que l'enfant arrive à l'extérieur ou bien emploie le même mot avec ses sœurs,
Des fois, je rencontre des parents qui se confient et qui m'expliquent que, oui, la dernière fois, il a employé le même mot que moi. Et j'étais énervé. Vous étiez énervé parce qu'il a envoyé le même mot que vous. Oui, moi, je l'ai employé parce que j'étais en colère. La colère n'est pas une excuse pour employer le mot qu'on veut, pour employer l'attitude qu'on veut. L'attitude est un message et les mots constituent un message. Donc c'est important de se dire que lorsqu'on est en colère, on envoie quoi? Le message négatif. Et on quitte le terrain de l'apprentissage constructif, tout simplement. Encore une fois, une autre raison, cinquième raison, et qui n'est pas négligeable de ne pas se mettre en colère. Lorsqu'on est en colère, notre réaction n'est pas ajustable au comportement. Notre réaction, c'est-à-dire l'enfant qui vient de... Je vous donne un autre exemple, justement, il vient de renverser un verre de lait. Le papa avait acheté un téléphone très cher qu'il a mis à côté. Le verre de lait qui arrive sur le téléphone. Le papa qui s'énerve, qui frappe l'enfant ou qui se met en colère, etc. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? L'enfant ne comprend pas la réaction du parent. L'enfant se dit, mais j'ai juste renversé un verre de lait et la correction que j'ai reçue est injuste. Il y a des enfants qui disent c'est injuste. C'est injuste la réaction que mon parent a eue par rapport à ça. Donc on a envoyé un message quoi? Qui est négatif. Un autre exemple, on est en train de manger, il passe et il fait quelque chose qui n'est pas... Et on s'énerve jusqu'à même claquer ce qu'on mange. Alors, si on avait à mesurer la faute, qu'est-ce qui est plus recevable et qu'est-ce qui est moins recevable? Donc, à vouloir transmettre le bon message, sous le coup de la colère, on perd le contrôle. Et il est prouvé que les personnes qui cherchent coûte que coûte à avoir le pouvoir sur les autres n'en ont pas sur leur propre personne. J'ai déjà dit ici que la meilleure autorité est celle de l'exemple. Lorsque l'enfant fait une bêtise, il doit apprendre deux choses. Il doit apprendre ce qu'il faut faire pour éviter de ne plus refaire la bêtise, mais il doit apprendre le comportement approprié du parent également. Donc, ce qu'on va dire est un message et ce qu'on va faire est un message. C'est vraiment important. Sixièmement, par rapport aux raisons, justement, pour finir avec ça et revenir sur comment travailler, justement, avec l'enfant pour éviter d'entrer dans cette colère, l'enfant s'éloigne. Lorsque on a des réactions intenses, l'enfant s'éloigne, l'enfant se renferme. À la place de nous dire et de partager avec nous un certain nombre de choses, il se cache, il se renferme. Et là, le parent se retrouve face à un problème qui est difficile à résoudre. C'est celui de la méconnaissance du vécu de son enfant. Lorsqu'on ne sait pas ce que l'enfant vit à l'intérieur, lorsqu'on ignore ce qu'il pense réellement, c'est difficile de l'aider. C'est difficile d'assurer son éducation. Et l'enfant qui appréhende nos réactions, l'enfant qui appréhende justement cette réaction parfois excessive, va se retrancher, ne va plus partager avec nous, ne va plus nous parler des choses qui le tracassent, ne va plus nous confier un certain nombre de choses qui sont utiles à son éducation. Parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas faire. Le médecin ne peut pas prescrire le bon traitement s'il ignore véritablement ce dont le patient est en train de souffrir. Donc ici, 6 raisons. 6 raisons de ne pas tomber dans ces réactions sous le coup de la colère. 6 raisons qui doivent guider nos interventions auprès des enfants, nos actions éducatives auprès des enfants. Le terme intervention, justement, vient d'être banni dans le vocabulaire du ministère. Moi, je donnais un cours sur l'intervention relative au comportement. Maintenant, on parle d'action éducative. Parce que chaque action qui n'apporte rien à l'enfant est une action
qui est perdu, est une action qui est insensée. Et la colère va priver aux parents de la stabilité émotionnelle nécessaire pour pouvoir apporter le meilleur à cet enfant-là. Donc, comment travailler justement pour ne pas tomber dans cette colère? Premièrement, connaître son enfant. Et Inch'Allah, la prochaine fois, je vais faire une conférence sur la connaissance de notre enfant. Je l'ai déjà dit, il y a la connaissance de l'enfant en termes de développement, les grandes étapes de développement de chaque enfant, et il y a la connaissance de notre enfant. Il y a des choses propres à tous les enfants, mais il y a des choses propres à chaque enfant. C'est pourquoi on dira souvent, mais très souvent, que chaque enfant est unique. Donc, qu'est-ce qu'il y a chez mon enfant qui vient me chercher négativement? Premièrement, en tant que parent, connaître son enfant. C'est comme lorsque nous avons un ami dans la vie. Aucun être humain n'est parfait. Il y a forcément des choses qu'on va apprécier chez l'autre, mais il y a des choses qu'on va déprécier chez l'autre. Donc, plus on connaît notre enfant, plus on est capable d'anticiper ce qu'on appelle notre état émotionnel. Je sais que si je l'amène à tel magasin, à telle heure, à tel endroit, il risque de faire telle chose, telle chose, telle chose. Je sais que si je laisse telle chose, le verre de lait sur la table, il va venir, il y a de fortes chances que ça se renverse. Le fait de mettre les médicaments hors de la portée des enfants, donc plus on connaît l'enfant, plus on est capable d'anticiper. C'est ce que j'appelle se faire le faux scénario avant le vrai scénario. Parce qu'il y en a qui attendent que ça se passe et ça vient les chercher pour pouvoir régler les choses. Non. L'idée, c'est d'être dans la prévention, dans l'anticipation de toute chose qui peut nous mettre en colère. Dans la prévention, dans l'anticipation, on trouve des moyens pour pouvoir éviter l'ensemble des situations et des circonstances qui vont faire qu'on se retrouve dans un état émotionnel fragile. Parce qu'en réalité, tomber dans la colère, c'est avoir une certaine fragilité émotionnelle. Et plus on est fragile, plus on n'est pas en état de transmettre le bon message, quel que soit le message qu'on veut transmettre. Deuxièmement, être raisonnable. J'ai rencontré dans ma carrière des parents qui, justement, étaient souvent déraisonnables par rapport à leurs attentes vis-à-vis de leur enfant. L'enfant a 6 ans. 6 ans, c'est l'âge de l'imaginaire. L'enfant a 7 ans. Là, il commence à acquérir l'âge de la raison. Mais avant ça, quand on parle de 4-5 ans, il est véritablement dans cette étape décisive de la construction mentale. Et d'ailleurs, il y a un livre, subhanallah, extraordinaire, qui s'appelle « La science au service des parents ». Et les scientifiques, les neurologues notamment, subhanallah, ont démontré la nécessité de garder à l'esprit le fait que le cerveau de l'enfant se développe d'une certaine façon et que ce développement va de pair avec l'acquisition et la compréhension des règles de vie. Mais des fois, il y en a qui veulent aller plus vite que tout ça. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui et maintenant qu'on ne doit pas faire ça. Il faut qu'ils... Non, le fait d'avoir des attentes raisonnables nous permet de ne pas être dans un état émotionnel fragile. Des fois, on attend trop de l'enfant. On sait qu'un enfant, l'enfant apprend par le jeu. Quelle est la place du jeu? La place du jeu dans la vie de cet enfant-là. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'on joue avec lui? Est-ce qu'il pratique un certain nombre d'activités? Est-ce que le train de vie n'est pas est adapté à sa vie d'enfance, etc. Parce que des fois, on demande l'impossible. Et qui demande l'impossible ne l'obtiendra pas. Et quand on ne l'obtient pas, on tombe dans la colère. Donc, revoir les attentes qui sont parfois élevées au regard du développement de l'enfant. Les attentes qui sont parfois élevées au regard de la spécificité de cet enfant-là, au regard de son rythme de développement. Et c'est là qu'on tombe dans la comparaison. Avec le frère ou avec la sœur ou avec un autre enfant. Lui-même, il a réussi à faire telle chose et toi, tu n'as pas, je ne sais pas quoi. Non. Plus on va comparer
Celui qui se compare risque de devenir malheureux. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a toujours plus que soi. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a toujours différent que soi. C'est pourquoi on a tendance à dire que la performance d'un individu, ce n'est pas l'absence de défauts, mais c'est la capacité à se concentrer sur nos qualités. Est-ce qu'on parvient à voir les qualités de cet enfant-là? Parce que souvent, sous le coup de la colère, on y va avec quoi? Le dénigrement verbal. Tu es un raté, tu ne vas rien faire, je ne comprends plus rien, je suis découragé. Le fait d'y aller avec un dénigrement verbal, on oublie totalement les qualités de cet enfant-là, les efforts de cet enfant-là. Et on se concentre juste sur ce qui est négatif. Et pendant ce temps, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir qui s'opère. On est en train de lui montrer un miroir, voilà comment tu es. Et plus l'enfant entend des paroles qui sont en porte-à-faux avec une image positive de sa personne, plus il se construit une personnalité qui est négative. Donc c'est vraiment important de garder à l'esprit le fait d'être raisonnable dans nos attentes. Est-ce qu'il est capable d'accomplir ce que je lui demande? Est-ce qu'il est capable d'accomplir mes attentes? Et de ne jamais oublier, encore une fois, que être un enfant, c'est être un être en construction. Des erreurs, il y en aura, heureusement. Parce que chaque erreur est un prétexte pour lui apprendre des choses. Des erreurs, il y en aura. Mais lorsqu'on arrive à vouloir corriger une erreur par une erreur, là, ce n'est pas, ce n'est pas finalement raisonnable si on veut apporter véritablement une éducation positive à l'enfant. Quatrièmement, pour travailler ce sentiment négatif, cet état émotionnel qui se manifeste par des réactions brutales, il y a le fait de reconnaître en tant qu'adulte, en tant que parent, ce que j'appelle notre état émotionnel du moment. La journée a été longue, on a été au travail, c'était difficile, à l'extérieur, on a eu à vivre un certain nombre de défis pendant la journée, etc., etc. Dans notre vie de couple, peut-être que ça ne va pas très bien, etc. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Donc, il y a eu un certain nombre de circonstances qui nous plongent dans un état émotionnel fragile. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on explose parce que l'enfant a fait ou parce que l'enfant a dit. Mais le fait de reconnaître qu'on est déjà dans l'auto, que ce soit dans le bus, dans le métro, on rentre à la maison, on se dit, cette journée a été difficile, etc. Mais il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ça. La famille, c'est là où on recharge ses batteries. La famille, c'est là où on se revigore. C'est là où on se retrouve ensemble dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est là où on sort le matin avec une envie d'affronter nos défis. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement prosocial, un environnement qui est harmonieux, qui nous couvre de bienfaits et qui nous permet véritablement d'affronter l'extérieur, les défis de la vie avec justement l'énergie et la force qu'il faut. Donc si l'environnement familial est hostile, beaucoup d'enfants, même à l'école, j'ai eu à travailler avec énormément d'enfants avant de me retrouver prof en éducation à l'enfance, mais on voit pertinemment l'impact que le climat hostile familial a sur lui, sur ses apprentissages, sur ses relations avec les pairs. Parce qu'il ne peut pas adopter un comportement qu'il n'a pas appris quelque part. Et le premier niveau d'apprentissage de l'enfant, quoi qu'on puisse dire, reste le milieu familial. Donc, reconnaissons notre état émotionnel du moment. C'est une lutte contre soi-même, pour la maîtrise de soi, pour garder son sang-froid, pour pouvoir transmettre le bon message. Également, pour pouvoir justement pallier à ce problème lié à la colère, il y a le fait de renforcer les bons comportements chez l'enfant. Le renforcement positif. Parfois, on ignore les efforts. Hier, justement, je donnais l'exemple de ma fille, de ma moyenne fille, il y a quelques jours, justement, on a travaillé ensemble sur la propreté de son cahier. Voilà. Je lui ai demandé à ce que le cahier reste propre quand on écrit les choses, etc. Et donc, j'avais émis une attente. Et elle a fait des efforts, et pas plus tard que 2 ou 3 jours, elle est venue me voir avec le cahier.
Elle m'a montré le cahier, j'ai regardé le devoir et je me suis concentré sur les résultats du devoir, en ne faisant pas attention à la propreté du cahier que j'avais pourtant demandé. Et lorsque j'ai fini, j'ai vu que c'était bon, le devoir. Avant de lui donner, elle me dit, mais papa, tu as oublié, est-ce que le cahier est propre? Je dis, waouh, bravo, excuse-moi, je n'ai pas oublié, mais j'ai vu, c'était tellement beau et propre que je devais t'en parler. Je devais te dire que j'ai reconnu et j'ai vu tes efforts. Un effort qui est reconnu est un effort qui est parti pour durer, qui est parti pour se transformer en comportement durable, viable et positif. Donc c'est important non seulement d'avoir des attentes réalistes, mais de reconnaître les efforts, de ne pas être concentré tout le temps sur le résultat. Le résultat est une chose, mais la finalité, l'effort en est une autre. Le résultat, c'est la finalité. Mais est-ce qu'il y a eu des efforts? Chaque effort doit être récompensé. Chaque effort doit être reconnu. Les enfants ont besoin qu'on reconnaisse leurs efforts, qu'on renforce leur bon comportement. S'il y a un comportement qui, justement, pour nous en tant que parents, en tant qu'adultes, parce qu'on veut le bien de l'enfant qui n'est pas recevable, on ne va pas recevoir, applaudir ce comportement-là, loin de là, mais on va y aller avec la bonne façon pour pouvoir y remédier. Et dites-vous une chose, c'est que l'une des choses indispensables à faire, c'est vraiment dire à chaque comportement qui n'est pas recevable, arriver avec le comportement qui est bon pour pouvoir le remplacer. Plus on remplace les bons comportements, mais souvent on s'énerve et on n'en voit même pas le bon comportement. Ne fais plus jamais ça. Mais dis-moi alors ce qu'il faut faire. Quand on enlève une chose, on remplace par une autre chose. Et pour finir, justement, je vais vous raconter l'histoire de cette petite fille qui a marqué son éducatrice. La petite fille, les parents sont venus se plaindre en disant elle n'écoute pas, elle est têtue. Même quand tu lui parles, elle te regarde, elle ne bouge pas. Les parents étaient très mal à l'aise avec ce comportement-là. L'éducatrice à qui on a appris à observer, et pas n'importe quelle observation, mais l'observation, j'allais presque dire au sens scientifique du terme, parce que regarder, ce n'est pas forcément voir. Il y en a qui regardent, mais qui ne voient pas. Et ce qu'on voit, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. On peut voir un enfant ne pas écouter, mais qu'est-ce qui est derrière ça? Comme on dit, c'est le pourquoi des choses qui détermine le comment des choses. L'éducatrice s'est concentrée à regarder l'enfant très rapidement. On s'est rendu compte qu'elle avait un problème auditif. Elle n'entendait pas bien. Combien de fois elle a subi l'injustice? Puis, va t'asseoir, tu n'as rien compris. Donc, la clarté de nos consignes. Parfois, on demande une chose, parfois on a des attentes. Et l'enfant, justement, n'a pas compris ce qui est attendu de lui ou ce qui est attendu d'elle. Et moins l'enfant va comprendre, mais plus il va être peut-être dans un comportement maladroit. Donc, assurons-nous, en tant que parents, futurs parents, d'être clairs avec nos consignes. Et la clarté des consignes dépend de deux choses. Premièrement, est-ce que le milieu, l'environnement est favorable pour parler à l'enfant? On est dans un magasin de jouets et on veut transmettre une consigne. Mais faisons-le avant d'aller dans le magasin. Faisons-le avant d'être dans la situation. C'est la meilleure façon de prévenir les choses, de prévenir les comportements qui ne sont pas acceptables.